Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Maths à partager. Petite question, qui parmi vous est déjà venu à une des précédentes conférences? Ok, qui est nouveau ou nouvelle? Oh, pas mal, ça se tient. Non, j'arrive pas à faire les complémentaires visuellement, ça marchait pas bien. Très bien, merci beaucoup. Oui. Donc ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir pour cette nouvelle édition Michèle Bucher. Michèle est donc une enseignante-chercheuse de la section de mathématiques de l'Université de Genève. Elle travaille en géométrie et théorie des groupes. Peut-être aura-t-on l'occasion d'en savoir plus un petit peu plus tard. Et elle a reçu récemment un Teaching Award, donc elle a été récompensée pour son enseignement par l'Association des étudiants de la Faculté des sciences. Elle a également récemment enseigné un cours sur les pavages, qui auront peut-être un lien avec ce que vous allez voir ce soir. Comme d'habitude, la conférence sera suivie d'un échange avec vous. Donc vous pouvez déjà trouver sur les slides le QR code qui vous permet de vous connecter à l'application sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez déjà les poser pendant la conférence si vous le souhaitez. Nous, on va les regarder et les modérer. Et puis pendant la discussion, on essaiera d'en choisir un maximum parmi celles que vous avez envie de poser. Sur ce, Michèle, je t'invite à me rejoindre sur scène et puis je vais te céder la parole. Comme je suis sympa, je peux mettre tes slides d'abord. Merci Élise. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler de pavage du plan et j'arriverai à une définition un peu mathématique par la suite, mais pour le moment, pensez qu'un pavage, c'est une façon de recouvrir une surface plane avec des catelles, des mosaïques, des objets prédéterminés. Les pavages, on en trouve dès 4000 ans avant Jésus-Christ. Leur but premier, c'est de recouvrir des surfaces pour les protéger, que ce soit des sols ou des parois, et puis tant qu'à les protéger, autant les ornementer. Ils sont partout aussi dans notre vie quotidienne, mais souvent pas dans des versions aussi sophistiquées que dans le palais de l'Alhambra. On en a dans nos salles de bain, dans nos salons et vraiment partout dans notre quotidien sans vraiment toujours s'en rendre compte. Il y en a des variantes un peu qui attirent peut-être plus l'attention, c'est ces magnifiques pavages d'Escher qui sont aussi des pavages. Alors on n'a plus de catelles ni de mosaïques, mais on retrouve par exemple dans l'image de droite ici un cavalier blanc avec son image miroir qui est un cavalier noir, qui est comme ça recollé sur lui-même, va couvrir tout le plan. Et donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, c'est étudier un peu les propriétés mathématiques des pavages qui nous entourent. Et pour ceci, commençons par une définition. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par pavage? Alors un pavage, c'est d'abord un ensemble que je vais appeler des tuiles, mais vous pouvez penser catelles, que je vais appeler T1, T2, etc., dont on va prendre des copies pour recouvrir notre plan. Et quand je dis le plan, c'est vraiment le plan, ce n'est pas juste une petite paroi comme dans notre salle de bain, il faut imaginer une paroi qui s'étend à l'infini dans toutes les directions. Et on a deux conditions naturelles qui sont que d'abord, on ne veut pas avoir de trous dans notre pavage, et deuxièmement, on ne veut pas que des catelles se chevauchent. Mais à part ça, elles recouvrent le plan comme on s'attend d'un carrelage de notre salle de bain, où il faut penser que pour des catelles, on a des joints. Ici, les joints n'ont pas d'épaisseur, ils marquent juste la délimitation entre deux catelles adjacentes. Et donc la première question qu'on peut se poser, c'est quel genre de tuiles on peut utiliser pour paver le plan. Alors commençons par le problème le plus simple possible. On se prend une tuile, un modèle de tuile, donc un modèle de catelle qu'on veut répéter à l'infini pour recouvrir le plan. Et on va commencer même à se prendre un modèle de tuile le plus simple possible, que nous, mathématiciens et mathématiciennes, apprécions particulièrement, c'est les polygones réguliers. Donc un polygone, on va l'appeler régulier, ou déjà peut-être d'abord, qu'est-ce que c'est un polygone? C'est un sous-ensemble du plan qui est délimité par des segments de droite. Donc dans le bord, vous voyez, il n'y a pas de
de parties arrondies, c'est juste des bouts de droite. Et on dirait qu'il est régulier si tous ses côtés ont la même longueur, comme par exemple dans un carré, et en plus de ça, tous les angles sont égaux. Donc, comme dans le carré, tous les angles, vous le savez, c'est des angles de 90 degrés. Alors, lesquels de ces polygones, je m'en choisis un, je veux savoir si je peux le répéter pour paver mon plan. Alors peut-être commençons par celui qu'on a déjà vu dans la salle de bain, qui est le plus évident, c'est le carré, évidemment, il pave, et là on a dessiné une version finie, mais vous imaginez clairement qu'on peut continuer ceci indéfiniment, que ce soit horizontalement ou verticalement. Revenons sur le triangle régulier. Donc le triangle régulier, là, vous vous souvenez peut-être que dans un triangle, la somme des angles est toujours égale à 180 degrés. Là, si tous les angles sont égaux, chacun des angles est 60 degrés. Donc autour d'un sommet, je peux assembler 6 demi-triangles et continuer comme ça pour recouvrir tout mon plan. On va oublier le pentagone un petit moment et passer directement à l'hexagone, qui lui a des angles de 120 degrés, donc je peux en assembler 3 autour d'un sommet, et continuer pareillement indéfiniment. Alors c'est un pavage qui est un peu plus rare dans nos salles de bain, mais qu'on retrouve dans la nature, notamment dans les ruches d'abeilles. Et il y a une raison mathématique pourquoi les abeilles ont choisi ces formes hexagonales pour leurs alvéoles. Parce qu'elles utilisent les alvéoles pour stocker du matériel, donc c'est typiquement les larves ou du miel, et pour former ces alvéoles, elles ont besoin de cire, donc de matériel, donc elles ont intérêt à avoir une surface, bien un volume qui se traduit dans une coupe, donc par une aire de stockage maximale par rapport au périmètre. Et il se trouve que c'est ce pavage hexagonal qui réalise le meilleur rendement entre aire et périmètre. Alors c'est facile à voir si on se restreint juste à ces 3 pavages-là, mais si on regarde tous les pavages possibles et imaginables du plan, c'est un résultat relativement récent de 1999 par Hills, qui a démontré qu'effectivement c'est le réseau ou le pavage hexagonal qui réalise ce meilleur ratio. Alors, c'est un petit peu vexant de penser que les abeilles ont compris depuis longtemps ce qu'on vient de démontrer. Il y a une autre théorie de Darwin qui est que ce serait la sélection naturelle qui aurait fait que seules les abeilles avec le meilleur rendement ont survécu. Alors, revenons sur le cas du pentagone. Donc, le pentagone, on peut le diviser en 3 triangles. La somme des angles d'un triangle, c'est 180. Donc, au total, j'ai 3 fois 180 degrés dans tous les angles de mon pentagone. Ça me donne 540 degrés. Puisque c'est un pentagone régulier, les 5 angles sont égaux. Donc, 540 divisé par 5, ça me donne 108 degrés par angle. Et donc, à partir de ceci, voyons si on arrive à assembler des pentagones pour recouvrir le plan. Alors, on peut voir ce qu'on fait autour d'un sommet. J'arrive à en assembler 3, mais vous voyez qu'avec 3 pentagones, j'ai 3 fois 108, je suis encore en dessous de 360 degrés. Il me reste un petit angle de 36 degrés à combler, qui c'est impossible à faire avec encore une copie de pentagone. Et là, il faut faire attention, parce que, avec les preuves par dessin, parce que, mais typiquement ça ne choque personne, j'ai supposé que mes pentagones étaient recollés le long d'une arête. Ce n'est pas forcément le cas. Donc si, oui pardon, là il y a encore le pentagone qui ne se recolle pas. Si je ne l'avais pas recollé le long d'une arête, c'est encore pire en fait, parce que je peux juste en recoller 2 et j'ai encore un angle qui est un peu plus grand qu'avant, mais toujours plus petit que 108 degrés, donc je ne peux pas le combler. Donc ceci montre qu'il est impossible de paver un plan avec uniquement des copies de pentagones réguliers. Maintenant, si on passe aux heptagones, octogones, ou n-gones, comme on les appelle, pour un n plus grand ou égal à 3 donné, mais maintenant n plus grand ou égal à 7. Et on fait le même calcul qu'on a fait pour le pentagone pour calculer les angles. On obtient exactement la même formule. Là,
le pentagone, donc pour n égale 5, on l'avait divisé en 3 triangles. C'est ce n-2 qui apparaît dans cette formule. Et donc, on obtient cette expression à partir de laquelle on peut calculer les angles exacts si on veut. Mais surtout, ce qui va être intéressant pour nous, c'est qu'à partir de 7 côtés, les angles sont strictement plus grands que 120 degrés. Donc maintenant, si on fait la même analyse que pour le pentagone, j'arrive à recoller un deuxième heptagone à côté de mon premier heptagone. Et puis, le problème maintenant, c'est que plus que les angles de mon heptagone, mais c'est valide pour n'importe quel n-gone quand n est plus grand ou égal à 7, sont strictement plus grands que 120. Donc, ce qui me reste est strictement plus petit que 120. Donc, je ne peux pas y recoller une copie de mon n-gone. Alors, on vient de montrer, en fait, que tous ces n-gones pour n plus grand ou égal à 7 ne pavent pas non plus. Et donc, qu'un polygone régulier pave le plan si et seulement si c'est un triangle, un carré ou un hexagone. Donc là, on a démontré notre premier théorème. Et la première réaction d'un mathématicien ou mathématicienne, c'est comment on va le généraliser. Alors, il y a 2 généralisations possibles. Ou bien on garde une seule tuile, mais on s'autorise des formes un peu plus générales que des polygones réguliers, donc par exemple des polygones arbitraires. Ou bien on s'autorise plusieurs tuiles, mais on garde des polygones réguliers. Donc par exemple, on va essayer de mélanger des triangles réguliers avec des carrés réguliers et voir ce qu'on arrive à obtenir. Donc, commençons par le premier problème. Maintenant, je remplace mes polygones réguliers par des polygones arbitraires. Donc de nouveau, c'est des régions qui sont délimitées par des segments de droite. On les distingue par leur nombre de côtés. Un triangle a 3 côtés, après j'ai les quadrilatères qui ont 4, etc. Et il y a une autre propriété importante, c'est la convexité. Donc un polygone va être convexe si à chaque fois que je prends 2 points dans le polygone, le segment de droite reliant ces 2 points est encore contenu dans mon polygone. Donc clairement celui du bas au milieu est convexe et le quadrilatère en haut ne l'est pas, vu que j'ai pris mes deux sommets là et le segment de droite qui les relie est à l'extérieur du quadrilatère. Alors de nouveau, commençons par le problème le plus simple, le cas des triangles. Dans un triangle, je peux lui appliquer une rotation d'un demi-tour pour former un parallélogramme et après le translater. Donc clairement, ça va paver le plan et ceci, c'est vraiment pour tout triangle. Il n'y a aucune condition ici. Le cas des quadrilatères est un peu plus subtil. Là, vous voyez, si j'avais, avant on avait des carrés, je pouvais obtenir un pavage juste en les translatant. Plus généralement, je pourrais prendre des parallélogrammes, ça irait bien. Mais là, celui-là, vous voyez bien, si je le translate, il va difficilement se recoller sur lui-même. Mais il y a un truc, je peux prendre une copie de mon quadrilatère pour chacun des côtés. Je leur applique une rotation d'un demi-tour. Et vous voyez, tout d'un coup, en face à face, j'ai des segments de même longueur, qui relient les mêmes angles, que je peux recoller. Et si on examine ce qui se passe à chacun des sommets de mon quadrilatère d'origine, chacun des sommets, j'ai 3 des angles de mon quadrilatère de base. Donc, par exemple, en haut à droite, j'ai l'angle jaune, rouge et vert. Et dans un quadrilatère, c'est le même calcul que pour le pentagone. Un quadrilatère, je peux le décomposer en 2 triangles, dont la somme des angles est 180. Donc, dans un quadrilatère, la somme totale est 360, donc un tour complet. Donc, ça veut dire que l'angle qui me manque, là, dans mon coin où j'ai le jaune, rouge, vert, c'est exactement l'angle bleu. Donc, je peux recoller ici une copie de mon quadrilatère. Et pareillement, dans tous les autres coins. Et on peut continuer comme ceci indéfiniment pour recouvrir tout le plan. Donc là, c'est l'illustration dans le cas d'un quadrilatère convexe, mais il se trouve exactement le même argument marche dans le cas des quadrilatères non convexes.
Et si vous ne me croyez pas, d'ailleurs j'espère que vous ne me croyez pas, c'est le premier réflexe d'un mathématicien, il ne faut pas juste croire tout ce qu'on vous dit, testez-le à la maison avec les découpages de votre quadrilatère préféré et reproduisez la même expérience qu'on vient de faire dans le cas des quadrilatères convexes. Donc ceci règle le cas des triangles et des quadrilatères qui pavent toujours. De l'autre côté, on retrouve quelque chose qu'on avait déjà avec les heptagones, octogones réguliers. En fait, si on prend n'importe quel n-gone avec n plus grand ou égal à 7 convexe, c'est possible de montrer, c'est un peu plus subtil, mais c'est encore des mathématiques accessibles du début du XXe siècle, qui ne peuvent jamais paver un plan. Et au milieu, la situation est un peu plus subtile, avec des réponses parfois oui, parfois non. Les pentagones, par exemple, on a vu le pentagone régulier, ils ne pavent pas, mais il y en a d'autres, sont faciles à construire. Celui-ci, par exemple, il pave. Et pour les hexagones, de nouveau, début du XXe siècle, il y a des critères qui sont établis, qui rentrent dans 3 familles. C'est des critères qui dépendent des longueurs des côtés, des angles de l'hexagone, qui déterminent exactement quand un hexagone peut paver le plan. Pour le pentagone, l'histoire est un peu plus rocambolesque, avec pendant à peu près 100 ans, depuis le début du XXe siècle, à plusieurs reprises des affirmations, paf, voilà, on a trouvé tous les pentagones qui pavent, jusqu'à ce que quelqu'un émerge et dise « Ah, ben non, j'en ai encore un ». Et avec donc, beaucoup de rebondissements, j'en vais mentionner juste un, qui est assez remarquable parce que suite à un article de vulgarisation qui parlait donc de cette classification supposée finie des pentagones, dans les années 70, une femme du nom de Marjorie Rice en trouve 4 autres alors qu'elle avait un bagage minimum en mathématiques et qu'elle était femme au foyer avec 6 enfants et donc qui a un peu remis en question peut-être le snobisme qu'on peut avoir en tant que mathématicien. L'état actuel, c'est qu'on a on a 15 familles de pentagones dont on sait qu'ils pavent le plan, et une preuve de 2017 de Rao, assistée par ordinateur, qui affirme que la classification est complète. Mais la preuve est encore en vérification 10 ans après. Donc, mais potentiellement, la question du pentagone est réglée. Donc, revenons à nos polygones réguliers. Et maintenant, au lieu d'en avoir juste un seul modèle, on va se permettre de les mélanger. Donc, on se choisit un nombre fini de ces polygones et on va voir si on arrive à recouvrir le plan. Cette fois, je vais ajouter l'hypothèse que mon pavage recolle des côtés sur des côtés, donc des sommets sur des sommets. Donc la première chose à vérifier, c'est que ça se recolle bien autour d'un sommet. Donc c'est le même problème qu'on avait. Il fallait que l'angle total s'additionne à 360 degrés. Donc si par exemple je pars d'un carré et d'un hexagone, j'ai 90 degrés, 120 degrés. Donc si je veux combler avec un seul polygone régulier, je vais arriver à 360 degrés. Donc vous faites le calcul. Il me manque un angle de 150 degrés qui se trouve être l'angle que j'ai à l'intérieur d'un polygone régulier à 12 côtés, qu'on appelle un dodécagone. Et de la même manière, on peut faire le cas général. Donc j'ai un polygone à k côtés, n côtés et m côtés, qui ont chacun leur angle qui sont donnés par la formule, et on essaye de résoudre cette équation alpha k plus alpha n plus alpha m est égal à 360 degrés. Donc là, c'est juste le cas où on s'est choisi trois polygones réguliers. Et c'est assez facile de montrer qu'on a les 10 solutions suivantes. Donc, par symétrie, on peut supposer que k est plus petit que les autres. Et vous voyez que le k varie entre 3 et 6, parce que je dois avoir au moins 3 côtés, je dois avoir au moins un triangle.
Et puis je ne peux pas avoir plus que 6 côtés, vu que le K c'est le plus petit. Si j'avais plus de côtés pour K, donc il serait plus grand ou égal à 7, ce serait la même chose pour N et M, ils auraient chacun un angle strictement plus grand que 120 degrés, donc je ne peux pas atteindre mes 360 degrés. Donc ça explique les limitations sur K, et puis de la même manière, on montre qu'on n'a que ces autres solutions pour N et M. Donc ça, c'est juste les solutions locales autour d'un sommet. Et parmi celles-là, donc, lesquelles donnent vraiment un pavage du plan, eh ben là, on n'en a que 4, c'est les colonnes qu'on retrouve en vert. Alors tout à droite, on retrouve 6, 6, 6, donc ça veut dire qu'on a 3 hexagones. Ben, ça correspond au pavage qu'on a vu tout à l'heure, le pavage hexagonal. Donc là, on n'a rien de nouveau. Mais pour les autres, donc là par exemple, le deuxième à partir de la droite, 4, 6, 12, donc on mélange un carré avec un hexagone et puis un dodécagone, et on peut facilement se convaincre que le petit bout de pavage ici s'étend à tout le plan. Et pour les autres valeurs, alors comment est-ce qu'on montre que ça ne pave effectivement pas le plan? Regardons juste le cas, juste un exemple, le 5, 5, 10. 5, 5, 10, ça veut dire 5, on a 2 pentagones et un digone, qu'on appelle aussi un décagone. Alors, autour d'un sommet, on peut assembler 2 pentagones et un décagone. Ces chiffres-là sont dans cette table parce que, justement, il y a cette solution locale autour d'un sommet. Et si on veut l'étendre, on voit qu'on peut entourer notre décagone d'une couronne de pentagones. On peut lui rajouter un décagone de l'autre côté, l'entourer pareillement, et on se retrouve avec exactement le même problème que tout à l'heure, qu'on a 3 pentagones qui se rejoignent autour de ce sommet rouge, et on ne peut pas continuer le pavage au-delà. Donc ceci vous donne une idée de comment on exclut toutes ces colonnes rouges. Ce début de pavage, on le retrouve dans l'harmonie du monde de Kepler, qui cherche l'harmonie mathématique, musicale et planétaire dans cet ouvrage. On le retrouve dans cette planche-là. Il est ici, vous voyez. Et là où on avait un problème avec nos 3 pentagones qui se rencontrent, donc un petit trou à combler, Kepler a choisi d'y rajouter une petite étoile. Et on a aussi des espèces de patates, là, des décagones amalgamés. Et on peut se poser la question de savoir comment, dans tous les pavages qu'on a vus jusque-là, c'était clair comment est-ce qu'on étend, mais quelle était l'idée de Kepler pour continuer ce pavage au-delà de ce qu'il a dessiné? Plusieurs théories. Sur ces planches, on retrouve aussi ce qu'on vient de voir sur les pavages du plan avec des polygones réguliers. On a les pavages par triangle, carré, hexagone. Il y a aussi la même esquisse de preuve que les pentagones et heptagones réguliers ne pavent pas. Et puis, certains des pavages, là où on mélange les différents types de polygones. Et plus généralement, donc on avait cette condition que j'ai ajoutée que les polygones se recollent le long de leur côté. Si on ajoute encore en plus la condition que autour de chaque sommet, on a la même configuration locale, donc le même genre de polygones qui se rencontrent dans exactement le même ordre, on obtient ce qu'on appelle un pavage archimédien. Et même s'ils apparaissent régulièrement dans les ouvrages architecturaux avant Kepler, c'est Kepler qui en donne la première classification. Il montre qu'il y en a exactement 11, dont les 3 pavages réguliers. Maintenant, j'aimerais faire une petite digression en vous parlant de l'analogue 3-dimensionnel des polygones réguliers. C'est des polyèdres réguliers qu'on appelle aussi solides de Platon. Alors pour les polygones, on avait 2 conditions, que les côtés étaient égaux
et les angles sont égaux. Ici, ces conditions sont remplacées par que les faces, donc c'est les faces deux-dimensionnelles, sont toutes le même type de polygone régulier. Donc, par exemple, là au milieu en haut, vous avez le cube. Toutes ces faces sont des carrés. Et la condition sur les angles devient une condition qu'autour de chaque sommet, j'ai le même nombre de faces qui se rencontrent. Et c'est pas très. Donc, par exemple, dans le cube, on a à chaque fois 3 faces dans chaque sommet, 3 faces qui se rencontrent. Et c'est pas très difficile de montrer que ces 5 polyèdres-là sont les seuls qu'on peut obtenir. Contrairement au cas de dimension 2, où on avait une infinité de polygones réguliers, pour n'importe quel nombre de côtés, on pouvait construire un polygone régulier. Alors, Kepler, d'ailleurs qu'on connaît plus comme astronome pour ses lois de gravitation des planètes, c'est lui qui a établi la loi que les orbites des planètes sont des ellipses et pas des cercles. Eh bien, avant qu'il se rende compte que les orbites des planètes sont des ellipses, il avait une magnifique théorie sur notre système planétaire. Donc, il a été tout à fait d'accord avec Copernic que le Soleil était au centre de notre système planétaire et que les planètes tournent autour. C'était très consistant avec sa croyance en Dieu, qui voyait le Soleil comme un représentant de Dieu, avec l'idée, là où la conviction que Dieu a créé un monde harmonieux et qu'une harmonie, c'est forcément une harmonie mathématique. Alors, il a développé la théorie. Je vais vous faire le dessin en dimension 2, mais c'est la même chose en dimension 3. Si je prends un carré, je peux l'inscrire dans un cercle. Et j'ai aussi un cercle qui est inscrit à l'intérieur de mon carré. Donc ça, je peux faire la même chose pour n'importe quel de ces polyèdres réguliers, en remplaçant les cercles par des sphères. J'ai une sphère extérieure et une sphère intérieure. Chacune a un certain rayon. Et on peut considérer le ratio de ces rayons, donc le rayon de la grande sphère, divisé par le rayon de la petite sphère. Donc dans le cas du carré, ça nous donnerait racine de 2. L'analogue pour le cube, c'est racine de 3. Racine de 3. Et pour ces polyèdres réguliers, c'est un nombre c'est la trigonométrie assez élémentaire pour calculer ces ratios. Et Kepler observe, sous l'hypothèse que le Soleil est au centre du système planétaire et que les orbites sont circulaires, il observe que quand on fait le ratio des distances au Soleil de 2 planètes successives, sachant qu'on connaissait à l'époque que 6 planètes, donc on prend ces ratios successifs, on obtient 5 nombres qui sont étonnamment proche des 5 valeurs qu'on obtient en faisant les quotients de ces sphères qui entourent et sont inscrites dans ces polyèdres réguliers. D'où sa théorie que nos 6 planètes sont donc des grands cercles sur ces sphères qui sont intercalés par ces polyèdres réguliers. Alors, bien sûr, cette théorie s'avérera fausse, mais c'est grâce à cette publication qui reçoit des mesures astronomiques très précises de Tycho Brahe, à partir desquelles il pourra se rendre compte d'abord que Mars a une orbite elliptique, puis développer sa première loi, sa première loi de gravitation. Et peut-être aussi démontrer une première approche vraiment scientifique dans laquelle on fait une théorie, qu'on teste sur des valeurs pour se rendre compte que la théorie ne tient pas la route et on n'a pas peur de modifier la théorie, d'admettre son erreur et d'avancer à partir de la rectification. Alors, ces solides qu'on appelle de Platon, c'est parce que Platon nous donne une première interprétation atomique documentée de notre environnement, en pensant que tout est constitué des 4 éléments, le feu, la terre, l'air et puis l'eau.
et associer à chacun de ces éléments un de ces polyèdres réguliers. Sauf que on a 4 éléments et 5 polyèdres. Donc celui qui, qui fait un peu le plus peur des 5, celui qui a des faces pentagonales, devient l'univers. Et donc cette théorie est déjà de ses contemporains, en particulier de son célèbre disciple Aristote, déjà remise en question, pour une raison mathématique très simple. À part le carré, aucun de ces polyèdres ne remplit l'espace. Donc, comme on l'a fait avec les pentagones, on peut essayer de prendre des tétraèdres, là tout à gauche. Autour d'une arête, on peut en mettre 5. Et après, il nous reste un petit espace qu'on ne peut pas remplir. Donc, c'est impossible de remplir l'espace. Maintenant, on sait, les chimistes nous ont appris que notre monde est constitué d'atomes. Et les cristallographes nous disent que les cristaux les atomes des cristaux sont très, très symétriques. Et en particulier, donc ce petit modèle-là, il faut s'imaginer que ça continue par translation dans toutes les directions. Et si on regarde certaines intersections avec des plans, ici, par exemple, celui-ci, donc en s'imaginant que le début de molécule à gauche continue à droite et à gauche, on se retrouve avec notre pavage par hexagone. Et pareil, ou encore mieux peut-être, si on prend cette autre intersection avec le plan, on tombe, si on oublie les atomes jaunes, on garde que les rouges, on retombe sur un pavage archimédien avec des hexagones réguliers et des triangles réguliers. Donc les cristallographes s'intéressent près de 300 ans après Kepler, de nouveau à ces pavages archimédiens pour en étudier les symétries. Alors revenons à notre plan. Essayons d'étudier les symétries de nos pavages. Alors un pavage, on va l'appeler périodique s'il est invariant par une translation. Donc ça veut dire que j'ai une translation de mon plan qui va envoyer chacune des tuiles de mon pavage sur une autre tuile identique, mais à un autre endroit. Donc celui-là avait plusieurs translations et il a aussi d'autres symétries, comme cette rotation-là d'un sixième de tour que vous venez de voir. Et il y a un théorème ou un résultat fondamental qui n'est pas si difficile à montrer, c'est que si j'ai un pavage qui est invariant par une translation, alors les rotations possibles sont très limitées. Je peux avoir ou bien des rotations par des demi-tours, des tiers de tour, des quarts de tour ou de sixièmes de tour et rien d'autre. En particulier, pas de cinquième de tour. Donc là, par exemple, on a des sixièmes de tour, que si j'itère, j'ai des demi-tours ou des tiers de tour et rien d'autre dans celui-ci. Alors maintenant, un pavage, on va dire qu'il est non périodique si il n'est pas périodique, donc s'il n'y a pas de translation. Alors de nouveau, première question, vu que quasiment tous les pavages que je vous ai montrés sont clairement périodiques, est-ce qu'il existe des pavages non périodiques? Alors prenons cet exemple avec des rectangles qui est périodique, clairement, où il y a les translations horizontales, les translations verticales. Mais si notre carreleur fait une toute petite erreur dans le pavage, vous voyez, tout d'un coup, je n'ai plus aucune translation, vu que une catelle verticale doit être envoyée sur une autre catelle verticale, ce qui est impossible à réaliser avec une translation pour les deux catelles verticales que j'ai. Donc, ce n'est pas la bonne question, vu qu'elle admet une réponse aussi simple. La vraie question, c'est une question sur les tuiles. Est-ce qu'il existe des tuiles pour lesquelles, d'une part, il existe un pavage, et pour lesquelles tout pavage que je puisse construire est non périodique? Donc ça, si on veut démontrer ce genre de résultat, il faut s'imaginer, là j'ai mes 6 tuiles, faut s'imaginer que sur n'importe quelle façon de remplir mon plan avec ces 6 tuiles, déjà c'est pas très clair si c'est possible d'étendre ce début de pavage à l'infini pour couvrir tout le plan, mais sur n'importe quelle façon de le remplir, j'ai aucune translation.
une translation. Ici, peut-être, on voit facilement qu'à l'intérieur de ce petit dessin, je n'ai pas de translation, mais la translation, elle peut être arbitrairement loin dans le plan. Alors, dans les années 60, c'est généralement attendu qu'il n'existe pas de tel pavage ou de telle tuile apériodique. Et c'est un logicien, Hao Wang, qui étudie un système de tuiles particulier qu'on appelle les tuiles de Wang, et qui conjecture que sur ce genre de tuiles, il n'existe pas de pavage apériodique. Donc ces tuiles, c'est ces dominos colorés où on admet qu'on peut reculer deux tuiles si elles ont la même couleur, comme on l'attend de dominos. Alors vous me direz, mais ça n'a rien à voir avec le problème de pavage. Mais si, parce que je peux remplacer les bords de mes petits carrés par des courbes un peu plus compliquées, de sorte que je puisse seulement recoller deux de mes anciens carrés, mais maintenant ces formes bizarres, si à la base ils avaient la même couleur. Donc on peut, si on veut, oublier la couleur, et on se retrouve avec un vrai problème de pavage. Seulement, c'est beaucoup plus difficile à visualiser. Donc revenons à nos tuiles de Wang, et donc là vous voyez un exemple d'un pavage avec ces tuiles. Et c'est un étudiant de Wang qui, quelques années après la conjecture, trouve le premier exemple de tuiles apériodiques avec un ensemble de tuiles de 20 000 et quelques tuiles dans sa thèse de doctorat, qui réduit rapidement à 104. Et à partir de là, elle lance une course au plus petit nombre de tuiles possible. Alors, il y a beaucoup de contributions dans cette course. Peut-être je vais en mentionner juste un, c'est Donald Knuth, parce qu'il a été mentionné dans l'exposé précédent de Maths à partager d'Étienne Gis, et parce que nous, mathématiciens, l'aimons bien, vu qu'il a inventé le traitement de texte mathématique qu'on utilise encore aujourd'hui quotidiennement. On arrive à un nombre raisonnable de tuiles avec Robinson en 71, avec ces tuiles-là. Et à peu près simultanément avec Penrose, un ensemble aussi de 6, même si les années de publication diffèrent, les tuiles ont été trouvées à peu près au même moment. Et finalement, Penrose arrive à réduire assez rapidement cet ensemble de tuiles à 2 tuiles. Alors de nouveau, c'est juste ces quadrilatères qu'il faut considérer, vu qu'on a vu tout à l'heure que tout quadrilatère pave le plan, et puis si vous avez été attentif, il pave avec des translations. Donc ces tuiles-là sont à considérer avec les décorations qui sont données par la couleur des sommets. On veut se restreindre au pavage qui envoie des sommets blancs sur des sommets blancs et des sommets noirs sur des sommets noirs. Et comme pour les tuiles de Wang, si on veut, on peut le traduire en un vrai problème de pavage en modifiant les bords de notre tuile, mais c'est juste rendre la visualisation plus compliquée. Et c'est cet ensemble-là que j'ai envie de vous montrer pourquoi il est, effectivement, cet ensemble de tuiles, pourquoi il est apériodique par la suite. Donc, on est en près de 10 ans, on a réduit de 20 000, plus de 20 000 à 2 tuiles. Et la question de savoir si on peut passer de 2 à 1 est restée ouverte pendant près de 50 ans, jusqu'en 2023, tout récemment. Et c'est une histoire amusante, parce que, de nouveau, on a affaire à un non-mathématicien, Smith, enfin, mathématicien amateur, qui est un imprimeur retraité, qui trouve cette tuile-là, la tuile orange, et qui fait des tentatives, et il se rend compte que c'est peut-être un candidat pour donner un ensemble tuile apériodique avec un élément. Alors il contacte Kaplan, qui a des programmes pour tester les propriétés de pavage de tuiles. Alors
Kaplan peut montrer qu'effectivement, cette tuile pave tout le plan, mais il arrive à trouver certaines propriétés qu'on a typiquement dans des ensembles apériodiques, mais ils n'arrivent pas encore à la démontrer. Ils contactent encore Myers et Goodman-Strauss, et donc c'est ce quatuor qui établit finalement que cette unique tuile donne bien un ensemble de tuiles apériodiques. Donc, d'une part, elle pave le plan, et quel que soit le pavage, il n'existe pas de translation qui préserve le pavage. Alors, revenons sur cet ensemble de deux tuiles de Penrose. Donc j'ai ces deux quadrilatères. De nouveau, je vous rappelle, on a la condition que les sommets noirs sont envoyés sur les sommets noirs, les sommets blancs sur des sommets blancs. On va essayer de simplifier le problème. On va décomposer nos quadrilatères en deux triangles et on aimerait oublier les quadrilatères d'origine, ne pensez plus qu'à des pavages en triangle, sauf qu'avec les triangles, il faut faire attention, parce que si j'ai un pavage arbitraire avec juste ces triangles-là, il n'y a pas forcément une correspondance avec mon pavage d'origine, parce que si je recolle les deux triangles du haut, mais en faisant d'abord une image miroir de celui de gauche, je me retrouve avec un parallélogramme qui n'a plus rien à voir avec mon quadrilatère d'origine. Donc pour ceci, on va se rajouter une orientation sur ces arêtes artificielles qu'on a rajoutées. Et dans les pavages sur ces triangles qu'on autorise, on veut vraiment, donc non seulement maintenant respecter la couleur des sommets, mais en plus, si on a des arêtes qui ont une flèche, on veut les recoller avec la même orientation. Et ainsi, on obtient vraiment une correspondance entre les pavages sur les tuiles d'origine de Penrose, simplement en découpant et en rajoutant une direction sur cette arête, et les pavages avec ces tuiles décorées, où si on a un pavage, il suffit d'enlever les arêtes avec des flèches pour retomber sur le pavage de Penrose. Donc si on a une translation pour le pavage avec les tuiles de Penrose, on a aussi une translation pour le pavage avec ces triangles décorés. Et donc c'est pour ces triangles décorés qu'on va montrer qu'on n'a pas de translation. Et pour faire ceci, déjà je vais leur donner des noms à mes deux triangles, A et B. Et ça se voyait peut-être pas forcément sur les tuiles de départ, mais les longueurs là sont pas arbitraires. Chacun de ces triangles a un petit côté, ou bien le triangle du haut a un petit côté et deux grands côtés. Le triangle B du bas a un grand côté et deux petits côtés. Et les petits côtés sont de longueur égale, les grands côtés sont de longueur égale. Alors maintenant, regardons notre triangle B qu'on retrouve dans le pavage. Et pour s'échauffer, posons-nous la question de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de cette arête-là. Là, on l'a fait en sorte qu'on n'ait pas vraiment le choix, vu que la seule chose que je peux recoller entre un sommet blanc et un sommet blanc, c'est une arête qui va de blanc à blanc. J'en ai une seule dans B. Et puis, si je dois respecter l'orientation, je suis obligée de recoller mon B comme ceci. Ça tombe bien, on retrouve exactement une des tuiles de Penrose. On l'avait construit pour ça. OK. Et maintenant, de l'autre côté, regardons ce qui se passe dans le pavage. On a toujours des A. Alors, maintenant, il faut faire attention. Peut-être on a toujours des A juste sur cette petite portion du pavage, ou peut-être j'ai triché, j'ai choisi une région où il y a effectivement que des A, avec la complicité de Shaula Fiorelli, qui est la réalisatrice de toutes les slides que vous voyez ici, et que je remercie pour son travail. C'était pas facile. Si vous voyez la différence entre les slides que j'avais gribouillées sur du papier et celles que vous voyez ici, il y a beaucoup de travail. Merci, Shaula. Donc, voyons qu'on n'a pas triché. Si on part de notre triangle B, donc qu'est-ce qu'on a de ce côté-là ?
on a un petit côté qui relie un sommet blanc à un sommet noir. Dans notre ensemble de tuiles, on a 2 candidats. Donc on aimerait dire que c'est toujours un A. Il faut donc exclure qu'on a un B. Mais si on avait un B, ben, vous voyez que de l'autre côté, là, tout d'un coup, on se retrouve avec 2 flèches blanc à blanc. On sait que du côté des petites flèches blanc à blanc, j'en ai que dans B et je suis obligée de les recoller avec la même orientation. Donc je vais avoir un chevauchement qui ne me donne pas un pavage. Donc ça exclut ce cas-là. Donc effectivement, chacune de mes tuiles B est à côté d'un A. Et la même chose pour les images miroirs de mes B, qui sont à côté d'images miroirs de A. Et ce qu'on a envie de faire, c'est de remplacer ces copies de BA par les plus grands triangles correspondants, qui sont exactement des copies un petit peu plus grandes du triangle B initial, avec un facteur d'inflation de phi, qui est le nombre d'or, à peu près 1,6. Donc c'est plus grand. Et maintenant, donc, rappelons-nous, on voulait montrer qu'il n'y a pas de translation dans le pavage avec les petits triangles A et B. Et observons que on n'aura pas que si on a une translation sur les petits triangles A et B, on en aura aussi une pour ces 2 triangles-là. Pourquoi? Pour le A, c'est clair. Si on a une translation qui envoie des A sur des A et des B sur des B, ben, ça va envoyer les A qu'on a là sur des A. Mais pour le plus grand triangle, ça vient du fait qu'il est décomposé de façon unique en un B et en A. Et en fait, je peux, à partir de mon pavage en B et A, simplement enlever cette arête supplémentaire, celle qui fait la jonction entre B et A, pour retrouver mon plus grand triangle. Donc, une translation qui envoie tous mes B sur des B et des A sur des A va forcément aussi envoyer ces plus grands triangles sur eux-mêmes. Et ça va être un point clé de la preuve de la périodicité. Maintenant, on peut faire pareil avec A. Qu'est-ce qui se passe de ce côté de A? Dans le pavage initial, on n'avait pas le choix, on était obligé de recoller un autre A. Mais maintenant, on a plein de A qui se sont retrouvés englobés dans notre plus grande version de B. Et il se trouve qu'effectivement, on n'a plus des A à côté, mais on a ces plus grandes versions de B. Et donc, pareil, on va remplacer ces 2 triangles recollés avec un plus grand triangle. Donc, on se retrouve avec un triangle avec 2 copies de nos triangles initiaux, mais un petit peu plus grandes. Alors maintenant, si on a notre pavage arbitraire, on veut montrer qu'il n'existe pas de translation. On suppose qu'on en a une, on part de nos petits triangles A et B, et on applique cette inflation à construire des triangles de plus en plus grands, sachant que, comme on l'a remarqué, là, si j'ai une translation pour les petits triangles, j'en ai une pour les plus grands. Et je peux continuer comme ça, me trouver des triangles de plus en plus grands pour lesquels la même translation envoie mon pavage sur le pavage. La translation, elle, ne change pas. C'est les triangles qui deviennent de plus en plus grands jusqu'à ce qu'ils deviennent tellement grands que ma translation va forcément envoyer un triangle sur une intersection de lui-même. Ce qui n'est pas possible, vu que dans un pavage, il faudrait qu'il soit envoyé sur un autre triangle. Donc, je ne peux pas avoir de translation dans un tel pavage. Voici un début d'exemple de ces pavages de Penrose. Celui-là, on observe qu'il a une rotation d'un 5e de tour, ce qui est impossible quand on a une translation. Donc, pour ce pavage particulier, on sait d'office, si on admet que cette rotation s'étend est effectivement une rotation pour le pavage qu'on étend à l'infini, que ce pavage-là n'est pas périodique, mais on a montré beaucoup plus. On a montré qu'aucun pavage sur ces tuiles n'est périodique. Mais en ces symétries ou ces rotations d'ordre 5, ou ici ordre 10, c'est des symétries qu'a observé Schertmann dans ses
dans ses observations sur des mélanges de métaux, où il applique une méthode de diffraction par électron. On peut y penser, ce n'est pas tout à fait correct, mais intuitivement, c'est dans l'idée. Cette diffraction, c'est une espèce de projection des atomes de notre matériel. Et le fait qu'on trouve ces points distincts dans la projection, ça veut dire que les atomes ils sont situés de façon assez régulière dans l'échantillon. Mais le fait qu'on ait cette rotation d'ordre 5 montre que ça ne peut pas être des cristaux, comme on pourrait l'attendre de cette régularité de la disposition des atomes. Donc on appelle ça des quasi-cristaux dès le départ. Sauf que cette découverte est accueillie avec beaucoup de scepticisme par d'autres chimistes, en particulier Linus Pauling, quand même 2 fois prix Nobel de chimie et de paix, qui dira qu'il n'y a rien de tel que des quasi-cristaux, seulement des quasi-scientifiques, mettant en cause la qualité des expériences de Schertmann, qui sont quand même réalisées sous des conditions très très particulières. Il faut que l'échantillon se refroidisse très rapidement. Et c'est des expériences qui sont reproduites quelques années après par différents laboratoires et qui lui vaudront quand même le prix Nobel de chimie en 2011. Alors, ces pentagones et ces rotations, effectivement, on ne les a pas elles sont difficiles à obtenir dans des pavages périodiques du plan, mais on les retrouve dans d'autres géométries. Donc, par exemple, notre dodécaèdre, on peut le projeter sur une sphère et obtenir un pavage par pentagone. Où là, le pentagone, vous pensez qu'au lieu d'avoir des segments de droite, les bords, c'est des arcs de grands cercles. On retrouve aussi de tels pavages dans d'autres géométries, comme la géométrie hyperbolique, qui en fait une direction de mon domaine de recherche. Une géométrie qui a été trouvée au début du XIXe siècle, qui contredit le fameux postulat des parallèles d'Euclide, résolvant un problème de 2 millénaires, mais ça, c'est une histoire pour une prochaine occasion. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Michel. Je te laisse aller t'asseoir. Je te conseille la chaise de gauche pour bien voir tout le monde ce soir. Je vais vous remettre les slides qui vous permettront de poser vos questions en ligne, si vous n'aviez pas pu le faire. Hop. Donc voici le code QR pour poser vos questions. Vous avez aussi celui pour la liste de diffusion de GEM. Et les 2 slides qui suivent, vous verrez, il y a aussi un code pour nous faire vos retours sur ces exposés. Et enfin, la promotion de la prochaine conférence. Mais pour le moment, je vais rejoindre Michel pour discuter de vos questions avec elle. Est-ce que tu as le temps de boire ? Oui. Peut-être une première chose pendant que les questions commencent. Tu as présenté des problèmes qui sont finalement assez récents d'un point de vue de recherche. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes ouverts maintenant que cette tuile apériodique a été découverte, comme tu le disais récemment, et puis que la preuve de la classification est en cours de vérification? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de recherche encore intéressants qui sont en cours, que tu connais dans les pavages? À chaque fois qu'on résout un problème, il y a plein d'autres questions qui en découlent. Et en particulier, cette tuile donc qui est polygonale, c'est un polygone à 13 côtés. Et on peut se demander si le nombre de côtés est minimal. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être trouver un polygone avec moins de côtés? Donc, il ne faut pas chercher du côté des polygones convexes. Enfin, si on croit à la classification des pentagones convexes réguliers, ils pavent tous le plan de façon périodique. Mais est-ce qu'on peut trouver un polygone non convexe avec moins que ces 13 côtés? Ce serait
une première direction. Après, moi, je suis un peu puriste, voire snob par rapport aux preuves assistées par ordinateur. Donc, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est une vraie preuve de mathématiciens de cette classification des 15 familles de pentagones qui peuvent, ou encore mieux, un contre-exemple. Qui sait? T'aimerais que cette preuve soit fausse, donc. C'est un peu du snobisme. Tu nous as parlé de généralisation à 3 dimensions, et on nous demande si est-ce que ça a été regardé dans des dimensions supérieures. Est-ce que tu sais? Oui, alors il y a des exemples de pavage apériodique en dimension supérieure. Je ne sais pas si c'est possible avec une tuile. Je suis plus familière avec la version périodique, alors qui est beaucoup plus compliquée qu'en dimension 2, avec tout d'un coup un nombre qui explose de possibilités avec les dimensions qui augmentent. Et donc ça continue d'augmenter. Plus tu augmentes de dimensions, plus tu as de possibilités de pavage? Ou tu sais s'il y a des dimensions favorites, entre guillemets, pour des pour les pavages périodiques, donc ceux où on admet les translations dans autant de directions qu'on a. Donc si on s'intéresse au groupe de symétrie qu'on peut avoir. Donc on a des translations et des rotations, on peut avoir des réflexions. Et pour ces transformations qui préservent les pavages possibles, dans le plan, on n'en a que 17. Donc c'est vraiment il y a quelques étudiants de mon cours de pavage qui sont là. On les a vus les 17. Ça nous a pris quelques semaines. C'est possible de les faire, de les examiner un par un. En dimension 3, on est déjà au-delà, autour de 300 ou un peu plus. Et après ça explose et il n'y a pas de nombre exact. Je ne sais même pas si on sait exactement combien on en a en dimension 4. Ça explose. On a un moyen de les visualiser un peu ou pas? Les visualiser? Ouais. En dimension 3, oui. Oui, en dimension 4. Bon, on nous pose une question qui n'est pas très populaire, mais je pense qu'il faut quand même qu'on l'adresse. À quoi ça sert? Ça dépend déjà de quelle dimension on parle. C'est une méchante question, mais en même temps, on a commencé par quelque chose de très terre-à-terre, en réalité. Voilà, alors, d'accord. À quoi ça sert? Les chimistes ont besoin de ces études, de ces groupes de ce qu'on appelle, les groupes cristallographiques aussi dans le plan, même si ça se réfère vraiment à leur analogue en dimension 3. Ils ont besoin de ces études des symétries pour comprendre les structures dans les cristaux. Donc, quelque part, ça pourrait être suffisant comme réponse, mais je sens que je ne vais pas m'en tirer à si bon compte. Donc, pensez, vous voulez faire des biscuits. Vous voulez faire des biscuits et vous voulez avoir un minimum de pertes dans la pâte. Donc, ce serait bien d'avoir un pavage, paf, vous le mettez et vous avez 0 perte. Et donc, c'est appliqué à la cuisine, mais c'est aussi des méthodes qu'on utilise pour avoir, mais bon, donc sur des versions, des approximations finies, donc on n'aura pas de plan, on n'a pas de pâte à gâteau infinie, pour découper des plaques de métal, pour avoir un minimum de pertes possibles. Après, il y a une application un petit peu plus surprenante des pavages de Penrose, c'est Kleenex, qui a développé des papiers toilettes qui étaient imprimés avec le pavage de Penrose, avec l'idée que puisque c'est apériodique, ça va pas se recoller aussi facilement, et pour la même surface, ça va créer un volume plus gros. Donc Penrose a fait une poursuite et qu'ils ont dû retirer leur papier de toilette. J'aime beaucoup cette utilité. Tu as mentionné que dans la poursuite de la classification et des tuiles apériodiques, il y a eu des amateurs et des amatrices qui ont aidé au résultat. Est-ce que, là on nous demande pourquoi est-ce que de nombreux hobbyistes arrivent à découvrir des résultats que les professionnels n'arrivent pas à trouver? Alors déjà, je pense qu'il y a une première question aussi, qui est pourquoi des
hobbyistes ont l'accès à ce genre de problèmes, c'est parce que c'est des problèmes qu'on arrive à formuler de façon assez élémentaire, contrairement à, je ne vais pas vous dire quel théorème en cohomologie bornée j'aimerais bien montrer prochainement, puisque ça demande juste un bagage supplémentaire. Donc il y a d'une part, c'est des problèmes que n'importe qui arrive à comprendre. Et ensuite, je pense qu'il y a deux aspects, en particulier dans les mathématiques géométriques. Il faut certainement de la rigueur mathématique, mais il faut beaucoup de créativité. Et c'est là qu'un outsider peut arriver avec des idées que nous, on a été un peu formés pour penser d'une certaine façon, et quelqu'un qui arrive là, il voit d'autres choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir. Alors après, particulièrement dans le cas de Smith, il a eu quand même besoin d'une équipe de mathématiciens pour confirmer son intuition, mais l'intuition venait effectivement d'un non-mathématicien. Donc je vous encourage tous à trouver une monotuile, comme on les appelle, ces tuiles apériodiques, avec moins de 13 côtés. Tu as lancé une question ouverte pour ce soir. On nous demande de nouveau combien de problèmes sur les pavages on n'arrive pas à résoudre. Alors, je propose de dire une infinité. Il y a un problème qui est étonnant, que je pense au problème que peut-être j'arrive à énoncer raisonnablement. C'est un pavage qui concerne, on appelle le nombre de Hich. On prend une tuile et puis on essaie de voir une seule tuile, toujours la même, si on peut l'entourer d'une couronne de copies d'elle-même. Par exemple, on l'a fait pour l'hexagone, on peut l'entourer d'une couronne. Et puis, on continue. Combien de fois est-ce que je peux l'entourer de couronnes d'elle-même? Donc, par exemple, pour le pentagone, on a vu que le nombre de Hich est 0, je ne peux pas l'entourer d'une seule couronne. Et il se trouve qu'il y a des tuiles qui ont donc nombre de Hich 0, le pentagone, et infini, l'hexagone, et qu'il y en a aussi, avec des formes un peu bizarres, qui ont des nombres de Hich 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est tout ce qu'on sait. Il n'y a pas d'autres exemples. Donc, trouver une tuile, ce n'est pas forcément un polygone, mais ça pourrait l'être, qu'on peut entourer de, par exemple, 7 copies d'elle-même, et pas plus. Enfin, non, pas 7 couronnes de copies d'elle-même, mais pas plus. Et ça aurait des conséquences très, très intéressantes si on pourrait montrer, par exemple, qu'il n'y a aucune tuile qui a un nombre de Hich plus grand que, 150 000. Parce qu'à ce moment-là, pour vérifier qu'une seule tuile pave, il suffit de vérifier jusqu'à un rayon de 150 000. Donc on a un algorithme fini pour déterminer si une tuile peut paver ou pas. Voilà. Elles sont très belles, ces formes de Hich. Je vous encourage à aller les voir sur Wikipédia. Elles ont des formes très particulières avec des encoches assez bizarres. Je pense que cette question est gratuite. Vendredi, j'aurai examen écrit d'algèbre 2. En quoi est-ce que ce cours me prépare au cours avancé sur les pavages? Algèbre 2? Oui, il y en a qui ont examen d'algèbre 2. Est-ce que ça les prépare au cours avancé sur les pavages que tu as donné ce semestre? Algèbre 2, oui, c'est bien pour mais plus que algèbre 2, géométrie 1. Donc, je sais qu'il y a des étudiants de première année là qui auront géométrie 1 semestre prochain. Je sais qu'il y en a qui ont leur examen de logique aussi dans 2 jours. Non, ça ne va pas les aider. Mais oui, d'ailleurs, je remercie les étudiants qui sont présents ici, qui sont quand même encore en session d'examen. Et puis, ils ont pris le temps de faire une petite pause dans leurs études. Qu'est-ce qui t'avait poussé à donner un cours d'ailleurs sur les pavages? Parce que tu nous as parlé un tout petit peu de ton sujet de recherche, tu nous as dit qu'il y avait quelques liens, mais ce qu'on vient de voir n'est pas ton sujet de recherche. Pourquoi est-ce que tu as envie de parler des pavages? Alors, il y a 2 questions. Pourquoi le cours et pourquoi l'exposé? Le cours, en fait, je voulais donner un cours de cohomologie de groupe, qui est plus proche de mon domaine de recherche.
Mais on m'a demandé de donner quelque chose qui était un petit peu plus intéressant pour des étudiants qui se destineraient à l'enseignement secondaire. Alors je confirme, comme agile groupe, ça ne va vous servir à rien pour enseigner, même en 4e année de collège, où il y a quand même des... On aurait presque pu faire croire à des gens dans la salle qu'ils avaient eu des cours de cohomologie de groupe au collège et qu'ils s'en rappelaient pas, tu sais. Non. Peut-être. Peut-être. Donc, je pensais que ce serait un sujet qui pourrait être intéressant pour un public plus large, donc pas forcément des étudiants qui veulent continuer avec un master en maths ou encore plus de la recherche. Et après, pour cet exposé, donc c'était une continuation logique du cours que j'ai donné, mais je pense que c'est un sujet qui fait écho à la conférence de l'année dernière de David Simazoni sur la joie des maths. Parce que dans ces pavages, j'espère que vous aurez trouvé une certaine esthétique. Et c'est une esthétique qui, pour les mathématiciens, a 2 niveaux. Donc il y a d'abord le niveau juste visuel, la beauté des formes. Et après, pour nous, il y a toutes les... J'espère que j'ai pu quand même vous insuffler quelques-unes de ces idées, toutes les mathématiques qui se cachent derrière ces symétries. Et finalement, quand on fait notre recherche en mathématiques, dans mes cohomologies bornées et compagnie, il n'y a plus d'images, il n'y a plus de pavage, mais la beauté demeure. On fait des liens, on fait des parallèles, on a des symétries sans images, mais c'est cette beauté qu'on retrouve et aussi cette recherche de l'esthétisme. On nous demande un lien avec un autre objet qui fascine en général en mathématiques, les fractales. Est-ce qu'on peut... Alors, il y a 2 questions. Est-ce qu'on peut identifier les fractales comme des pavages particuliers ? Puis moi, je me demanderais, est-ce que tu sais s'il est possible de paver avec des fractales ? Alors, les fractales, on va les retrouver dans des pavages dans l'espace hyperbolique. On obtient des objets des fractales dans les ensembles limites, mais ça ne va pas aller pour le grand public. Je vais remettre la slide sur le pavage hyperbolique. Tu peux, mais non. 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 Donc, des fractales. Je peux te réserver un droit de réponse pendant l'apéritif ou plus tard. Ouais, prenons l'apéritif. Est-ce que tu connais un rapport avec des origamis ? Des origamis. De nouveau, ce n'est pas une question piège, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Mes enfants ont toujours détesté les origamis. J'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter avec. Donc, je ne sais pas non plus. Je vais admettre 1 ou 2 questions un tout petit peu plus techniques pour revenir au pavage de Penrose dont tu nous as parlé, pour lequel tu as fait la démonstration. Ouais. Il y a 2 questions qui sont apparues. Alors la première, c'est est-ce qu'il existe plusieurs pavages de Penrose qui ne sont pas des translations l'un de l'autre ? Oui, j'ai cru que c'était enchaîné. Oui, en fait, il existe... Oh, il y a mes étudiants de logique qui sont là. Il existe un continu d'exemples de pavage de Penrose, donc il n'y en a pas juste un, pas 2, pas juste autant que les nombres entiers, il y a vraiment un continu comme une droite réelle d'exemples de pavage de Penrose qui sont différents. Et donc, par exemple, on peut en voir juste 2 de différents. Il y en a seulement 2 parmi ceux-là qui admettent des rotations d'ordre 5. Donc déjà ceux-là, c'est facile de voir qu'ils sont différents, mais effectivement, il en existe un nombre continu. Et donc la deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais revenir juste sur l'explication, le fait que ça admette une rotation d'un cinquième, ça montre que tous ces pavages, que les pavages avec ces tuiles-là n'admettent pas de translation entre eux. Que ce pavage-là, parce que
Si on a, donc c'est un résultat pour les groupes cristallographiques, si on admet, si on admet juste une translation, les rotations qui sont possibles avec juste une seule rotation, là, c'est des rotations qui sont juste d'un demi-tour. C'est les seules rotations possibles. Et si on admet 2 translations, c'est un petit argument, mais c'est basé sur la trigonométrie élémentaire, que les seules rotations possibles sont d'angle un demi-tour, un tiers de tour, un quart de tour, un sixième de tour, et pas un cinquième de tour. Alors, je fasse le dessin. T'as pas de tableau. On devrait amener un tableau à l'apéro. L'existence de ces translations qui excluent les rotations, et puis donc inversement, l'existence de ces rotations d'ordre un cinquième de tour qui va exclure les translations. Donc note pour nous, on pourrait mettre un tableau à l'apéritif, comme ça, pour les questions plus précises. On peut redonner une craie au speaker après. Ça me paraît très bien. Est-ce que, donc tu parlais du côté esthétique à 2 niveaux, pour vraiment le côté des dessins que tu nous as montrés et puis de la beauté des maths qui sont derrière. Est-ce que toi, les pavages, tu as un attachement esthétique à certains types de pavages, à certains pavages? Par exemple, quand la dernière tuile apériodique a été vraiment montrée, disons, dans les médias, il y a beaucoup de gens qui s'en sont emparés, qui ont fait des œuvres d'art à la Escher, par exemple, avec ces tuiles-là. Ou aussi des tuiles pour cuisiner. J'en ai reçu quelqu'un dans la salle, ici, en forme de hâte. Mireille est là. Est-ce que ce sont des choses qui, toi, te parlent aussi? Alors, l'esthétique dans les pavages, je dirais qu'avec ma direction de recherche, qui est vraiment plus je regarde les groupes de symétrie dans des espaces plus généraux que le plan euclidien, où ces groupes de symétrie, je vous ai dit, il y en a essentiellement 17 qu'on comprend très bien. Donc j'aurais une tendance à aimer les pavages avec les pavages qui me parlent le plus, si on veut, sont les pavages avec un maximum de symétrie, donc ces pavages périodiques. Mais après, c'est un peu comme choisir entre ses enfants. Carrément. Chaque pavage est intéressant pour différentes propriétés mathématiques qu'il reflète. Tu ne vexeras aucun pavage ce soir, c'est ça? Bon, alors, tu as parlé de darwinisme brièvement et d'abeilles, et on nous demande pourquoi est-ce que les abeilles sont bonnes en maths, ou est-ce qu'elles sont plus matheuses que nous? De nouveau, je te laisse donner une opinion sur cette question. Après, il y a différentes théories aussi sur pourquoi les ruches sont hexagonales, là, autour de 0, enfin autour de, comment on dit, la naissance de Jésus-Christ. Il y a des théories qui disaient que c'est hexagonal parce qu'elles ont 6 pattes. Donc, alors, on n'est pas sûr maintenant non plus qu'elles ont vraiment sélectionné ce type de ruche pour maximiser la surface. C'est une théorie et c'est en fait assez logique. Si on essaye de maximiser juste si on avait juste une alvéole, l'hexagone, ce ne serait pas optimal. Hein. Si on prend un heptagone, un octogone, et en plus on agrandit le nombre de tailles pour la même aire, on aboutit au cercle. C'est vraiment lui qui a l'aire maximale par rapport au périmètre. Mais après, on en veut plusieurs qui se recollent. Donc, il faut s'imaginer, on essaie de se recoller ces sphères les unes sur les autres, et on arrive naturellement sur ce pavage hexagonal. On a eu une remarque entre-temps par rapport au pavage par des fractales. On nous dit que 2 flocons de Van Gogh de taille différente pavent le plan. Je pense qu'on mettra sur le site, mais il y a un article récent de Jean-Paul Delahaye dans Pour la science qui parle des pavages avec des fractales. Ça fera aussi une référence pour ceux et celles qui veulent en savoir plus. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? On est d'accord de passer un micro parce qu'il nous reste un petit peu de temps. S'il y en a, vous pouvez lever la main et vous exprimer.
si vous ne vouliez pas écrire. Non ? Très bien. Dans ce cas, je vous propose de remercier encore chaleureusement Michel pour cet exposé. Je vous invite, comme d'habitude, à venir partager avec nous un apéritif qui va être servi devant la salle. Et puis, pour nos prochaines conférences, donc comme toujours, votre opinion, si vous avez envie de nous faire un retour sur les conférences maths à partager, n'hésitez pas. Et notre prochaine conférence sera une conférence spectacle sur la musique des maths et les maths dans la musique, qui s'appelle Math & Pop. Ce sera le jour de Pi, le 14 mars 2026. Et il y aura également des ateliers dans l'après-midi. Et plus d'informations vont bientôt suivre sur notre site web. Merci beaucoup à toutes et tous et à bientôt.